BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est un peu le monsieur économie du Rassemblement National, c'est Jean Messia. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes membre du bureau du Rassemblement National. Et justement, on avait assez envie de voir un peu quelle était la position du Rassemblement National sur les grands sujets qui nous préoccupent en ce moment. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Bien sûr, la crise du Covid, le traitement sanitaire, mais là, on est plus déjà pour nous, ici, sur la crise économique, la crise sociale. Est-ce que vous trouvez que le traitement qu'a eu le gouvernement, notamment que ce soit avec les PGE, les plans de solidarité, les fonds de soutien, fonds de soutien aux entreprises, est-ce que vous dites c'est ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait? Oui. Oui. C'est-à-dire que effectivement, on a une crise économique sans précédent. Je crois que le mot du Premier ministre est assez emblématique et assez vrai. C'est-à-dire on risquait l'écroulement de l'économie française. Et donc face à cela, il fallait sortir un canadair budgétaire pour soulager effectivement les entreprises, mais aussi les salariés, puisque beaucoup ont été en chômage partiel. Donc je pense que globalement, ce qui devait être fait a été fait. Mais je dirais que c'est le plus facile, parce que si vous voulez arroser l'économie d'argent, et notamment d'argent emprunté, puisque vous savez que la France n'a plus les moyens, en raison de son taux d'endettement, de financer en sur fonds propres toutes ces politiques. La question maintenant stratégique qui va se poser à l'avenir, c'est comment tout ça va être remboursé, comment tout ça va être financé. Mais ça, c'est un autre problème. Mais sur le coup, effectivement, qui a été fait, enfin ce qui devait être fait. Le quoi qu'il en coûte a été justifié. Voilà. Alors après, on peut discuter, si vous voulez, dans une granularité un peu plus fine, de savoir si certains secteurs, on devait simplement reporter les charges ou complètement les annuler. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que quand un secteur d'activité, quand une activité a été neutralisée pendant 3 mois, expliquer aux petits artisans, aux petits commerçants qu'ils vont pas payer les charges, c'est très bien. Mais si effectivement il faut les payer 3 ou 4 mois après, alors même qu'ils recommencent tout doucement à vivoter de leurs activités, c'est le coup de massue, si vous voulez. Donc après, on peut discuter, si vous voulez, certaines modalités, mais globalement, la logique est bonne. Ce matin, je recevais Laurent Berger, la CFDT. Demain, il y a donc cette réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron à 16h sur le chômage partiel de longue durée, notamment sur la réforme de l'assurance chômage. Sur le traitement du chômage, justement, le chômage partiel, est-ce qu'il faut le maintenir? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut donner un autre tour de vis? C'est quoi votre position, Jean Messia? Le chômage partiel, il faut le maintenir. Ouais, mais avec les mêmes conditions du début. Là, il y a déjà eu un petit tour de vis. Est-ce qu'il en faut un deuxième ou pas? Écoutez, je pense que c'est une question de réglage fin, si je puis me permettre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire marcher ensemble la reprise progressive de l'activité avec effectivement des tours de vis progressifs parallèles du chômage partiel. On ne peut pas comme ça isoler la question du chômage partiel du contexte général de la croissance et de la reprise, parce que les deux sont liés. Alors, le Rassemblement National est souvent assez anti-européen, on peut dire ça comme ça. Là, il y a eu un plan de relance, il y a eu un vrai tournant le 18 mai 2020 où il y a eu donc ce plan de relance un peu à l'instigation de la France et de l'Allemagne. Du reste, aujourd'hui, Emmanuel Macron est aux Pays-Bas pour essayer de convaincre ce qu'on appelle un peu facilement les frugaux, donc les Néerlandais, les Danois, qu'il faut ce plan de relance européen. Est-ce que là, vous dites pour une fois, l'Europe, elle a été à la hauteur? On peut le dire, hein. Alors, on est tellement dans un nouveau monde. Le problème, si vous voulez, c'est que d'abord, c'est le prêt à l'intégration de la Commission, c'est-à-dire c'est la Commission qui va emprunter les 750 milliards. C'est une logique assez dangereuse, parce que c'est une logique qui est... la philosophie du plan de relance est une philosophie fédérale, alors même que l'Europe n'est pas une fédération. Et donc, si vous voulez, nous, on s'inquiète... Il y aura une clé de répartition. Justement, la clé de répartition a des insuffisances patentes. C'est-à-dire que la clé de répartition, à la fois du financement et des bénéfices, repose entièrement sur la contribution, le poids de chacune des nations au budget européen. Oui. Je prends un exemple. La France, par exemple, participe, après le départ du Royaume-Uni, pour 15,5% au budget européen. Oui. Donc, en fait, elle va... 30 milliards, a priori. Elle va recevoir 39 milliards, mais elle va financer le plan de relance à hauteur de 116, ce qui fait un gap, si je puis me permettre, de 77 milliards. Alors, donc, si vous voulez, le problème de ce plan, c'est que... Je ne sais pas comment vous faites les calculs exactement, parce que lorsqu'on regarde tel que ça a été présenté, encore une fois, Jean Messia, les grands gagnants sont l'Italie, la France et l'Espagne. Non.
pas la France. Si, la France. Non, La France les grands gagnants. Alors non, je peux vous dire, je connais les chiffres. Oui. L'Italie, c'est 170. L'Italie, c'est 170 milliards. L'Espagne, c'est 140 milliards. Et même un pays comme la Pologne, c'est 69 milliards. Pour donner un exemple, le bénéfice de ce plan de relance pour la Pologne représente 10% de son PIB. D'accord ? Le bénéfice pour la France, c'est 1,6% du PIB. Donc vous voyez le décalage. Donc la France n'est pas la France est le deuxième. Moi c'est ce qui a été présenté en tous les cas par le budget européen, par la Commission européenne. Ce que je peux vous dire, c'est que la France, avec 11% de déficit public et 120% de dette sur PIB, est le deuxième contributeur au financement du plan de relance. Ce que nous reprochons au plan de relance, d'abord, c'est l'initiative franco-allemande. C'est son côté anational, bien sûr, parce que je pense qu'il eût fallu plutôt relancer au niveau national et du coup transformer la coordination des politiques budgétaire qui s'est faite durant ces 30 dernières années. Il y a un plan, nous on va avoir un plan de relance. Bon, il y a déjà été, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le président de la République qui dit qu'il y a 500 milliards qui ont été mis sur la table parce que c'est un peu additionner un peu des choux et des carottes, mais il y a quand même une somme énorme. Le plan de relance, on ne le connaît pas encore, mais enfin il va être très important. En Allemagne, il est déjà sur les rails. Donc il y a déjà des plans nationaux. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que ces plans nationaux, d'abord, on ne sait pas comment ils s'articulent avec le plan européen. Et deuxièmement, je crois que c'était là l'occasion, parce que pendant 20 ans, on a parlé de la coordination des politiques budgétaires. Jusqu'à présent, la coordination des politiques budgétaires au sein de l'Union européenne s'est fait sur des démarches de rigueur budgétaire. Oui. Là, on avait effectivement la chance de transformer la logique de la rigueur pour une coordination des relances. C'est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce qui doit se passer normalement. Ben non, parce que justement, en faisant au plan fédéral un plan de 750 milliards, on privilégie la logique fédérale sur les logiques nationales. Et évidemment, nous sommes contre. Sauf qu'on a... Mais alors, déjà, vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Et c'est déjà le fait que l'Europe, justement, apporte une réponse. Enfin, est-ce que vous dites, l'Europe, elle a changé, cette crise économique, elle a fait qu'il y a une prise de conscience au niveau européen qu'il faut agir. Mais madame, l'Europe n'est jamais qu'une agrégation d'États. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est un plan de relance européen stricto sensu. D'abord parce que comment il est financé ce plan ? Soit il est financé par la dette et c'est in fine les nations européennes qui vont le rembourser, soit il est financé par l'emprunt et par les impôts et c'est la même chose. On va créer un impôt européen, mais l'impôt européen, ça n'est rien d'autre que ce que payent les citoyens. Justement, il y aura une émission de dette, d'obligation qui va être créée. Voilà, donc ça accentue une logique fédérale, ce qui pose problème sur le plan politique, parce que en fait, les citoyens ont dit déjà en 2005 qu'ils étaient contre la dérive fédérale de l'Union européenne. Donc imposer par la fenêtre ce que les citoyens avaient refusé par référendum par la porte il y a une quinzaine d'années, ça ne me semble pas être très démocratique, sans préjudice de l'efficacité économique de ce plan qui, effectivement, aurait dû privilégier non pas la clé de répartition en fonction du budget, mais surtout à chacun selon ses besoins et à chacun selon ses moyens. Ça va être sur l'intelligence artificielle, le digital, ça va être sur l'industrie, les retours de l'industrie. Bon, il y a déjà à peu près 3 axes qui ont été fixés sur ce plan de relance européen. Après, chacun va le décliner. Tout à fait, mais je veux dire que, en fait, ce plan européen, quand on regarde un peu en détail, il a été cousu sur les intérêts allemands, parce qu'en réalité, la France est un peu le dindon de la farce, passez-moi l'expression, de ce plan européen. Parce que là, pour le coup, nous, ce plan de relance, on va en bénéficier. Ce plan de relance européen, et je veux être parfaitement clair là-dessus, et tout le monde peut le vérifier, va coûter beaucoup plus à la France qu'il ne va lui rapporter. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les intérêts de la France en l'espèce, et en l'espèce, les intérêts de la France ont été lésés. Voilà. Est-ce qu'il faut rembourser la dette à un moment ou pas ? Parce que tout le monde dit la dette qui a été contractée, la dette des États, qui est au niveau de la Banque Centrale Européenne, on peut faire une dette perpétuelle. Finalement, on fait une espèce de write-off, et puis personne ne paiera, ou paiera in fine, mais c'est dans plusieurs générations. Quelle est votre position, Jean Messia ? Écoutez, nous pensons, si vous voulez, rembourser ou faut pas rembourser ? Alors, nous pensons que le remboursement de la dette ne se fait pas d'après une logique comptable ni des tours de passe-passe et des artefacts financiers qui consistent à déplacer un chiffre d'une colonne à l'autre. Nous pensons que la résolution de l'endettement se trouve dans l'économie. Seule une économie robuste peut permettre de financer et de rembourser et de financer les autres projets. Est-ce qu'il faut rembourser ? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous dites oui, il y a un engagement, il faut le rembourser. Certains disent que non. Il faut le rembourser, mais il faut se donner les moyens pour le faire. Or aujourd'hui, si vous voulez, la problématique de l'endettement, elle trouve sa source dans une sous-compétitivité de l'économie française qui, je dirais, est victime d'abord d'une monnaie trop forte et d'une pression fiscale et sociale qui est considérable. Donc tant qu'on n'a pas résolu
résolu ce problème de sous-compétitivité, et nous avons des propositions en la matière, on ne peut pas se dégager des surplus primaires nous rendant capables de rembourser et les intérêts et le capital. Sur la question de l'euro, vous avez éclairci un peu votre position parce qu'on sait qu'il y avait des positions assez différentes au sein même du reste du Rassemblement national. Est-ce que là, maintenant, il y a une seule doctrine? Il y a une seule doctrine qui se résume de manière très simple. Nous ne sommes pas pour l'acharnement thérapeutique pour maintenir la zone euro en vie. Et je pense que ce qui a été fait ces dernières années, c'est un peu ça. Et nous ne sommes pas non plus pour une sortie. C'est-à-dire que, après tout, le marché monétaire est un marché comme un autre. Les tenants du libéralisme, du laisser-faire, du laisser-passer, il est assez étonnant que, s'agissant du marché monétaire, ils sont pour un interventionnisme étatique fanatique. Or, nous nous disons, très bien, si vous êtes pour le laisser-faire sur tous les marchés, soyez pour le laisser-faire sur le marché monétaire. Donc, si l'euro doit survivre, que le marché décide, s'il doit se maintenir, que le marché décide aussi. Or là, j'ai l'impression que vu la divergence des économies européennes de la zone euro depuis une vingtaine d'années, il y a de fortes chances que des pays comme l'Italie, par exemple, ou comme l'Espagne, eh bien, à un moment ou à un autre, puissent sortir. Il ne faut pas s'acharner à maintenir la zone euro. Mais vous n'êtes pas pour le Frexit? On n'est pas pour le Frexit. Une dernière question, Jean-Michel, le temps passe vite, c'est l'intervention du président de la République où il a dit qu'il fallait une économie solidaire et souveraine. Là, vous vous êtes dit, il marche sur nos terres? Vous savez, le président de la République est un spécialiste pour préempter des mots qui ne sont pas les siens, mais dont il sent très bien... oui, mais dont il sent très bien que ce sont des mots qui parlent aux Français. Le mot souveraineté, le mot identité, le mot protection, le mot sécurité. Il a même été jusqu'à parler de sécessionnisme. Donc vous voyez que la phraséologie du président de la République est un emprunt sémantique à celle du Rassemblement national, sauf que le Rassemblement national... Pas que, parce que c'est du français. Oui, sauf que le Rassemblement national, c'était son diagnostic, alors que le président de la République, il prend la superficie sémantique, mais en réalité, par exemple, là, pour l'exemple que vous donnez, il rajoute européenne derrière. Donc la souveraineté européenne, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce qu'est la souveraineté française, mais la souveraineté européenne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il défend l'Europe? Oui, mais l'Europe, si vous voulez, c'est un artefact. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de président de la République européen. Donc tout ça est très abstrait. Il y a un président du Conseil, il y a un président du Parlement. Tout ça est très abstrait. En tout cas, pour le citoyen lambda, c'est très abstrait. Et je crois qu'on ne fait pas l'Europe ni dans le dos des peuples, ni encore moins contre les peuples. Merci beaucoup, Jean Messia. J'appelle donc le monsieur économie du Rassemblement national.